Douce était la vie de David, dans cette modeste maison nichée au cœur d'un quartier paisible d'Afrique. Pas de luxe ostentatoire, pas de murs impeccables ni de toits étanches aux pluies torrentielles, mais un trésor inestimable, l'amour inconditionnel de ses parents. Chaque jour, son père se levait aux aurores, bien avant que le soleil ne caresse l'horizon, pour affronter les rigueurs du labeur quotidien. Sa mère, quant à elle, veillait tard dans la nuit, épuisée mais illuminée d'un sourire radieux dès qu'elle posait les yeux sur son fils unique. Ils n'étaient là pas riches en biens matériels, mais leur dévouement était une fortune inépuisable. Quand il s'agissait de choisir entre leurs propres besoins et ceux de David, c'était toujours lui qui primait. Des sacrifices silencieux, des renoncements discrets, tout pour que leur enfant ne manque de rien. David, du haut de ses jeunes années, percevait cette abnégation avec une gratitude muette. Il n'osait pas toujours exprimer ses sentiments, mais au fond de son cœur, il savait qu'il était béni par des parents exceptionnels. Les soirs, après un dîner frugal partagé dans la quiétude du foyer, les conversations tournaient invariablement autour de l'avenir de leur fils. Assis dans un coin sombre, David feignait l'indifférence, mais il tendait l'oreille à chaque mot. Son père, la voix empreinte d'un espoir fervent, déclarait souvent « Quand David obtiendra son baccalauréat, nous nous battrons bec et ongles. Même si c'est ardu, je veux qu'il parte en France. Là-bas, les portes d'un avenir radieux s'ouvriront pour lui. » Sa mère, plus prudente, secouait la tête avec une tendresse inquiète. « Non, la France est trop incertaine, trop compliquée. Le Canada semble plus sûr, plus propice à des études sereines. » Ces échanges, parfois animés d'une petite dispute sans malice, n'étaient que l'expression d'un amour profond, deux âmes unies dans leur désir de voir leur enfant s'élever. David observait ces joutes verbales avec un sourire intérieur, non pas moqueur, mais empli de fierté. « Ils se querellent pour moi, ils rêvent pour moi », se disait-il. Il n'ignorait pas les difficultés qui jalonnèrent leur existence, les fins de mois tendues, les nuits blanches pour boucler les budgets. Pourtant, une certitude l'ancrait, il n'était pas seul. Lorsque la peur l'assaillait, sa mère le serrait dans ses bras, dissipant les ombres d'un mot apaisant. Quand le doute le rongeait, son père l'encourageait d'une voix ferme. « Travaille dur à l'école, mon fils. C'est ton passeport pour l'avenir. Nous nous battrons pour toi. » Ces paroles étaient un baume, une promesse gravée dans son esprit. À cet âge, David ne convoitait ni richesse, ni palais somptueux. Son seul rêve était de réussir pour honorer ses parents, pour transformer leur sacrifice en triomphe partagé. Mais le destin, cruel et imprévisible, guettait dans l'ombre. Un après-midi ordinaire, David rentra de l'école, son sac à dos ballottant sur ses épaules, l'esprit encore imprégné des leçons du jour. Il poussa la porte de la maison, s'attendant au rituel habituel. La voix chaleureuse de sa mère, le bourdonnement de la radio que son père affectionnait. Au lieu de cela, un silence oppressant l'accueillit, un vide qui glaça son sang. Il posa son sac avec précaution, scrutant les pièces familières. « Ils rentreront plus tard », se rassura-t-il, s'asseyant pour attendre. Les minutes s'égrenèrent en heures, le soleil déclina, drapant le ciel d'un voile orangé. L'inquiétude grandit, un nœud se formant dans son estomac. « Peut-être un retard imprévu », murmura-t-il pour conjurer l'angoisse. Soudain, des coups frappés à la porte brisèrent le silence. Toc, toc. David bondit, le cœur palpitant d'un espoir mêlé de crainte. Il ouvrit avec un sourire anticipé, imaginant déjà ses parents sur le seuil. Mais la réalité le frappa comme un coup de poignard. Un policier se tenait là, le visage grave, les yeux chargés d'une compassion forcée. « Bonsoir, es-tu David ?» demanda-t-il d'une voix mesurée. Le garçon hocha la tête, la gorge serrée. « Oui. Que se passe-t-il » Le policier hésita, cherchant les mots justes, puis lâcha la nouvelle comme une sentence. « Nous sommes désolés de t'annoncer que tes parents ont été victimes d'un grave accident de la route. Ils n'ont pas survécu. » Le monde de David s'effondra en un instant. Ses jambes fléchirent, le sol sembla se dérober sous lui. Il s'écroula, un cri primal jaillissant de sa poitrine. « Non ! Ce n'est pas possible !» Les larmes inondèrent son visage, un torrent de douleur incontrôlable. Des flashs assaillirent son esprit. Le sourire bienveillant de sa mère, la voix encourageante de son père, leurs rêves tissés pour lui. Tout cela balayé en un clin d'œil. Le policier murmura quelques condoléances maladroites avant de s'éclipser,
laissant David seul avec son chagrin abyssal. La porte se referma comme un couvercle sur un tombeau, amplifiant le silence assourdissant. La veillée funèbre transforma la maison en un sanctuaire de deuil. Des oncles, tantes et voisins affluèrent, emplissant l'air de pleurs, de prières et de murmures consolateurs. On serrait David dans des étreintes compatissantes. « Ne t'inquiète pas, mon fils, tu n'es pas seul. Nous sommes ta famille. » Il absorbait ces paroles comme un baume temporaire, cherchant un ancrage dans ce tourbillon de pertes. Le jour de l'enterrement, la douleur culmina en une lame acérée. Assister à la descente des cercueils dans la terre fut comme inhumer une part de son âme. Ses proches le réconfortaient encore. « Nous prendrons soin de toi comme l'auraient fait tes parents. Tu es notre responsabilité désormais. » On décida qu'il vivrait dans la parcelle familiale, un vaste terrain où cohabitaient plusieurs membres du clan. On lui attribua un petit studio, une pièce austère, vide de tout confort. « C'est ici que tu resteras », lui indiqua-t-on. David déposa son sac, inspectant les lieux avec résignation. Ce n'était pas un foyer, mais il se convainquit que c'était transitoire. Les premiers jours parurent normaux, des visites attentionnées, des questions sur son bien-être. Pourtant, un malaise sourd germait en lui. Les regards se faisaient plus distants, les conversations plus rares. Un soir, seul dans son refuge exigu, David saisit une vérité amère. Les promesses proférées dans la chaleur du deuil s'évaporaient comme brume au soleil. Sans le savoir, il entrait dans une ère nouvelle, une vie où la survie exigerait de lui une force insoupçonnée, loin de l'amour protecteur qui l'avait bercé jusqu'alors. Si tu as aimé ce chapitre, abonne-toi à la chaîne Roosevelt des contes africains. Laisse un like et indique le nom de ton pays en commentaire pour soutenir la chaîne. Choquant fut le réveil de David ce matin-là, un choc qui ébranla les fondations de sa confiance en l'humanité. Après la nuit fatidique où une prétendue souris avait réduit en miettes son visa et ses économies patiemment accumulées, il erra comme un fantôme dans la parcelle familiale. Ses pas étaient lourds, son regard vide, son esprit tourmenté par une question lancinante. Comment un simple rongeur avait-il pu causer un tel ravage? Les jours suivants s'étirèrent en une agonie silencieuse. David travaillait mécaniquement sur les chantiers, soulevant des charges qui pesaient moins que le fardeau de son désespoir. Il rentrait le soir, s'effondrait sur son lit rudimentaire et fixait le plafond craquelé, revivant en boucle la scène. Les sourires forcés de sa famille, leur indifférence feinte devant les lambeaux de son avenir déchiré. Un après-midi étouffant, alors qu'il rentrait du labeur, les muscles endoloris et l'âme en lambeaux, David croisa son vieil ami Kofi sur le chemin poussiéreux. Kofi, un jeune homme au regard perçant et à la loyauté inébranlable, s'arrêta net en voyant l'ombre qu'était devenue son compagnon d'enfance. « David, que t'arrive-t-il? On dirait que la vie t'a vidé de ton sang. » demanda-t-il avec une inquiétude sincère. David hésita, les mots coincés dans sa gorge comme des épines. Puis, dans un flot libérateur, il déversa tout. Les 8 mois de sacrifice, l'annonce imprudente, la découverte macabre du tiroir profané. Kofi écouta sans un mot, son visage se durcissant au fil du récit. Quand David eut fini, un silence pesant s'installa, brisé enfin par la voix grave de son ami. « Ce n'est pas une souris ordinaire, David, c'est ta famille. » Les mots frappèrent David comme un éclair dans un ciel orageux. Il recula, les yeux écarquillés d'incrédulité. « En Afrique, poursuivit Kofi d'un ton ferme mais compatissant, on ne crie pas sur les toits quand on s'apprête à voyager. Certains ne supportent pas de te voir t'élever au-dessus d'eux, ils préfèrent te garder dans la boue, à leur niveau. » Un frisson glacé parcourut l'échine de David. Soudain, tout s'emboîtait. Les regards obliques lors de l'annonce, le calme suspect face à la catastrophe, l'absence de compassion. Il avait été naïf, confiant en une famille qui n'en était plus une depuis la mort de ses parents. Cette révélation transforma sa douleur en une rage contenue, mais aussi en une peur viscérale. Et si ce n'était que le début? Les jours suivants, David tenta de reprendre pied. Il retournait au chantier, serrait les dents face aux échecs répétés, projets avortés, opportunités évanouies comme par enchantement. Une force invisible semblait obstruer son chemin, le clouant au sol de la misère. Dans cette tourmente, David se tourna vers l'unique ancre qui lui restait, la foi. Un matin brumeux,
Il franchit le seuil de l'église, où ses parents avaient autrefois trouvé solace, un édifice modeste aux murs blanchis par le temps, imprégné d'une odeur familière d'encens et de prière. Il s'agenouilla devant l'autel, les mains jointes, et murmura des supplications non pour la richesse ou le voyage, mais pour la survie. Jour après jour, il revenait, priant avec une ferveur croissante. Petit à petit, les nuages se dissipèrent. Un petit boulot par-ci, une aide inattendue par-là. Rien de grandiose, mais un mouvement, un progrès tangible. David comprit alors que le combat n'était pas seulement terrestre, il était spirituel, une guerre contre des forces obscures, tapies dans les liens du sang. 2 années s'écoulèrent ainsi, dans une discrétion monacale. David travaillait sans relâche, priait en silence et gardait ses plans enfouis au plus profond de lui. Chaque franc économisé était un pas vers la liberté, compté avec une précision obsessionnelle. Il refit ses papiers en secret, passeport, visa, billets d'avion, sans un mot à quiconque. Le jour du départ arriva comme un voleur dans la nuit. À l'aube, tandis que la famille dormait encore, David saisit sa valise légère, ouvrit la porte avec une prudence infinie et s'éclipsa sans un regard en arrière. Chaque pas vers l'aéroport était une victoire sur la peur, un défi lancé aux ombres qui l'avaient hanté. L'avion décolla enfin, emportant David loin de la misère étouffante. Par le hublot, il murmura, les yeux humides. « Enfin, je quitte cette prison. Papa, maman, je vais vous honorer. » À son arrivée en France, David ne chercha pas l'opulence immédiate. Il visa la stabilité, atterrissant un emploi de caissier dans un supermarché animé des banlieues parisiennes. Ce n'était pas glamour, levé aux aurores, uniforme impeccable, sourire poli aux clients pressés. Mais c'était honnête. Et pour la première fois, il dormait sans le spectre de la faim. Son petit appartement loué, un studio exigu mais serein, devint son sanctuaire. Parmi la foule des acheteurs, une femme se distingua bientôt. Christina, élégante, confiante, avec un sourire qui illuminait les allées encombrées. Au début, ce furent des échanges anodins. Bonjour, merci, puis des conversations plus profondes. Christina fut touchée par l'humilité de David, sa résilience forgée dans l'adversité. Leur relation s'épanouit naturellement, des rendez-vous discrets aux confidences partagées. Pour David, c'était un baume sur ses blessures. Enfin, il se sentait aimé, vu pour qui il était. Pourtant, même dans cette nouvelle vie, les échos du passé ressurgirent. Les appels de la famille affluèrent, inquisiteurs. « David, où es-tu? Que fais-tu en Europe ?» Par prudence, il mentait, minimisant ses succès. « Je galère encore, rien n'est stable. » Il bloqua les numéros un à un, érigeant un mur contre la toxicité. Mais insidieusement, sa routine française, travail, amour, confort, éroda sa vigilance spirituelle. Les prières du soir devinrent sporadiques, puis absentes. « J'ai enfin échappé à la galère », se convainquit-il. Il ignorait que ce relâchement ouvrait une brèche, que le silence qu'il imposait à sa famille n'était qu'un répit temporaire avant une tempête plus sombre. Sans s'en douter, David marchait sur un fil tendu au-dessus d'un abîme, où la jalousie familiale, nourrie de forces occultes, préparait son retour en force. Si tu as aimé ce chapitre, abonne-toi à la chaîne Roosevelt des contes africains. Laisse un like et indique le nom de ton pays en commentaire pour soutenir la chaîne. Fut le moment où David, confiant dans sa nouvelle vie française, franchit le seuil de la porte ce matin-là pour se retrouver piégé dans un cauchemar éveillé. La relation avec Christina avait fleuri comme une oasis dans le désert de son passé. Elle, avec son élégance parisienne et sa force tranquille, voyait en lui non pas un immigrant en quête de survie, mais un homme résilient, doté d'une humilité qui la touchait profondément. Leurs soirées se muèrent en confidences intimes, leurs promenades le long de la Seine, en promesses tacites d'un avenir partagé. Un jour, Christina, les yeux brillants d'affection, lui proposa « Viens vivre chez moi. Ma maison est grande, confortable. Nous pourrons construire quelque chose de solide ensemble. » David accepta, mais avec une condition ferme, ancrée dans sa fierté. Il continuerait à travailler, à contribuer. « Un jour, je t'achèterai une maison que j'aurai bâtie de mes mains, » murmura-t-il. Et Christina sourit, admirative de cette ambition qui refusait la facilité. La vie semblait enfin alignée. Des matins paisibles, des dîners complices, un équilibre fragile mais réel.
Pourtant, les ombres du passé ne tardèrent pas à ressurgir. Les appels de la famille, d'abord sporadiques, devinrent insistants. Un soir, alors que David et Christina se détendaient dans le salon cosy, le téléphone sonna d'un numéro masqué. David hésita mais répondit. « Allô ? Mon fils, c'est ton oncle !» gronda une voix familière lourde de reproches. « On dit que tu as réussi en Europe et tu oublies ta famille ?» David, le cœur serré, balbutia des mensonges éculés. « Non, mon oncle, je me cherche encore. C'est dur ici. » Mais l'oncle insista, le ton montant. « Même si tu galères, envoie-nous de l'argent. C'est ton devoir. » L'appel s'acheva dans un silence tendu, laissant David abattu. Christina, qui avait tout entendu, le fixa d'un regard interrogateur, choquée par la brutalité de l'échange. Ce fut le déclencheur. Pour la première fois, David se livra entièrement. Son enfance baignée d'amour parental, l'accident fatal qui avait pulvérisé son monde, la trahison insidieuse de la famille, la faim imposée, les moqueries, la destruction mystique de ses rêves. Il parla de la jalousie rampante, des forces occultes qu'il suspectait, de la prière qui l'avait sauvé autrefois. Christina, élevée dans le rationalisme français, écouta avec un mélange d'incrédulité et d'empathie. « Je pensais que la sorcellerie n'était que folklore, des contes pour effrayer les enfants, » avoua-t-elle, bouleversée. David secoua la tête doucement. « En Afrique, c'est une réalité tangible. Certains ne toléreront pas ta réussite. Ils t'entravent par tous les moyens, visibles ou invisibles. » Elle le serra contre elle, promettant un soutien inconditionnel. Mais une ombre de doute plana désormais sur leur idylle. Quelques jours plus tard, l'impensable survint. Ce matin-là, la maison baignait dans un silence inhabituel. Christina était partie tôt pour le travail. David se leva, s'habilla avec routine, ignorant l'oppression subtile qui alourdissait l'air. Il ajusta sa veste, inspira profondément et posa la main sur la poignée de la porte d'entrée. Un pas dehors, puis un deuxième, et le monde bascula. Le sol sous ses pieds n'était plus le pavé lisse de la rue française, mais une terre poussiéreuse familière. Il baissa les yeux, incrédule. De la poussière rougeâtre, celle de son pays natal. Relevant la tête, son cœur s'emballa. Il se tenait dans la cour familiale en Afrique, entouré des mêmes murs écaillés, des mêmes arbres tordus qu'il avait fuis 2 ans plus tôt. « Non !» balbutia-t-il, pivotant sur lui-même. Derrière lui, la porte n'ouvrait plus sur l'appartement parisien, mais sur son ancien studio exigu. La panique le submergea comme une vague glacée. Et là, ils apparurent, sa famille entière, debout en cercle, silencieux, les regards fixes comme des masques funèbres. Personne ne bougeait, mais les voix s'élevèrent, accusatrices. « Pourquoi ignores-tu nos appels ? Pourquoi nous as-tu oubliés ? Pourquoi es-tu parti sans un mot ?» David recula, la voix tremblante. « Je sors de chez moi, en France, ce n'est pas possible !» Il se rua vers la porte du studio, la claqua derrière lui et s'adossa au mur, haletant. « Je rêve, ce doit être un rêve. » Mais le studio était réel. Le lit défait, la table bancale, les murs nus, vides de ses affaires françaises. La terreur l'envahit. Il jaillit dehors, traversa la parcelle en courant, ignorant les regards curieux, jusqu'à la maison de Kofi. Son ami ouvrit, le visage blême en le voyant. « David ? Mais tu étais en France !» David s'effondra en sanglots, racontant l'impossible. La porte, le passage instantané, le retour forcé. Kofi ne rit pas. Il posa une question cruciale. « Tu priais encore ?» David baissa la tête honteux. « Non, je pensais que tout était réglé. » Kofi soupira. « Quand tu étais au fond du trou, tu priais. Dieu te protégeait. Mais une fois sorti, tu as baissé la garde. » Empruntant le téléphone de son ami, David appela Christina, les doigts tremblants. Sa voix, au bout du fil, était calme au début. « Allô ?» Puis, apprenant la nouvelle, elle explosa. « En Afrique ? Tu as fui avec mon argent, c'est ça ?» David pleura, jurant son innocence, décrivant les détails, ses affaires laissées derrière, son passeport absent. Christina vérifia, stupéfaite, tout était intact. « L'Afrique n'est pas un continent ordinaire », murmura-t-elle enfin, effrayée. Ce soir-là, David s'agenouilla seul, priant avec une ferveur désespérée. « Pardon, Seigneur, pour avoir oublié ta protection. Accorde-moi une seconde chance. » Christina tenta d'envoyer de l'argent pour son retour,
Échecs répétés, transferts volatilisés. Ils comprirent, ce n'était pas une affaire logistique, mais un combat spirituel, une emprise maléfique qui resserrait ses griffes. David, piégé entre deux mondes, entrait dans la phase la plus périlleuse de son existence, où la foi serait son unique bouclier contre l'invisible. Si tu as aimé ce chapitre, abonne-toi à la chaîne Roosevelt des contes africains. Laisse un like et indique le nom de ton pays en commentaire pour soutenir la chaîne. Choquant fut le tourbillon de tourments qui enveloppa David dès son retour forcé en Afrique. Un assaut invisible qui transforma ses nuits en champs de bataille spirituels. À peine remis du choc du déplacement mystique, les cauchemars s'abattirent sur lui comme une malédiction vivante. Chaque soir, dès que ses paupières se fermaient, les visions surgissaient. Sa famille en cercle spectral, leurs voix résonnant comme des échos d'outre-tombe. Tu ne repartiras jamais en Europe. Tu souffriras ici. Tu mourras ici. David se réveillait en sursaut, trempé de sueur, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Parfois, il hurlait dans l'obscurité. D'autres fois, il restait prostré, fixant les ombres dansantes sur les murs de la maison de Kofi, qu'il avait accueillie sans hésiter. Les jours devinrent un calvaire. David errait comme un homme brisé, évitant les regards de sa famille qui, de loin, semblaient jubiler en silence. La peur le rongeait. Était-ce la fin ? Avait-il perdu à jamais sa seconde chance ? Un matin, n'y tenant plus, il se rendit chez le pasteur de l'église familiale, un homme aux yeux sages et à la voix grave, imprégné d'une autorité spirituelle forgée par des décennies de combats invisibles. David s'effondra dans son bureau, les larmes coulant librement tandis qu'il déversait tout. Les rêves brisés, la trahison, le retour surnaturel, les nuits hantées. Le pasteur écouta patiemment, hochant la tête avec une compassion mesurée. Puis, d'un ton solennel, il révéla « Il y a trop de sorciers dans ta famille. Ils n'ont jamais voulu te voir t'élever. Ce sont eux qui ont orchestré la mort de tes parents, et maintenant, ils t'entravent par des forces occultes. » Ces mots transpercèrent David comme une lame, confirmant ses pires soupçons. Le pasteur poursuivit. « Le combat est spirituel. Tu dois jeûner et prier intensément pendant 1 mois pour briser ces chaînes. N'arrête surtout pas, ta survie en dépend. » David, épuisé mais déterminé, accepta sans réserve. Il s'installa chez Kofi, qui partagea son toit et ses maigres repas avec une générosité fraternelle. Chaque jour fut une épreuve. Jeûne rigoureux, prière fervente du lever au coucher du soleil, supplications larmoyantes pour le pardon et la délivrance. Des membres de la famille vinrent frapper à la porte, moqueurs. « On a déjà scellé ton destin, tu ne feras rien. » Mais David refusa de les voir, s'accrochant à sa foi comme à une bouée dans la tempête. Au terme de ce mois d'ascèse, le pasteur le convoqua. « Dieu t'a pardonné, déclara-t-il avec assurance. Il te protège désormais. Si tu as les moyens, repars en France. Les portes s'ouvriront. » Une paix surnaturelle envahit David, comme si un poids colossal s'était volatilisé de ses épaules. Pour la première fois, il respira librement, sans l'étau de la peur. Il appela Christina, la voix tremblante d'espoir. « Chérie, Dieu m'a libéré. Je sens que je peux revenir. » Elle répondit, émue aux larmes, « Dieu soit loué. Envoie l'argent, je m'occupe de tout. » David, hésitant, ajouta, « Puis j'emmenai Kofi, il m'a sauvé quand tous m'ont abandonné. » Christina, touchée par cette loyauté, accepta. Il mérite une chance, lui aussi. Le soir même, David annonça la nouvelle à Kofi, dont le visage s'illumina d'un sourire incrédule. « Vraiment ? Ensemble en France ?» Les jours suivants furent un tourbillon discret. Papiers en ordre, argent transféré sans accroc cette fois, miracle de la protection divine. À l'aéroport, les agents, stupéfaits, reconnurent David. « Mais on vous croyait déjà en France ?» Il répondit calmement. « C'est une longue histoire. » L'avion décolla sans encombre, emportant les deux amis vers un horizon neuf. David, par le hublot, murmura une prière de gratitude, sentant enfin les chaînes se briser définitivement. De retour en France, la réunion avec Christina fut un torrent d'émotions. Larmes de joie, étreintes passionnées, promesses renouvelées. 5 années s'écoulèrent depuis, transformant leur vie en un tableau de sérénité. David et Christina, mariés désormais, vivaient dans une maison spacieuse qu'il avait achetée par son labeur acharné. Un symbole de sa résilience. 2 enfants égayaient à leur foyer,
leur rire résonnant comme une mélodie de victoire. David avait prospéré. Un emploi stable, une richesse non ostentatoire mais solide, fruit de discipline et de foi. Kofi, à ses côtés, avait refait sa vie, libre enfin de la misère africaine. Un jour, les yeux humides, il serra David dans ses bras. « Merci, frère. Sans toi, j'aurais stagné. » Avec le temps, David trouva la force de pardonner à sa famille, non par naïveté, mais par sagesse. Il coupa les ponts définitivement, changeant de numéro, protégeant sa paix durement acquise. Pardonner ne signifie pas se rapprocher, se rappelait-il. Chaque dimanche, le trio, David, Christina et Kofi, se rendait à l'église, remerciant Dieu pour les leçons apprises. David avait compris une vérité profonde. On peut sortir de la pauvreté, bâtir des empires, mais sans la foi, tout s'effondre. L'Afrique l'avait marqué, mais la prière l'avait sauvé. Aujourd'hui, il vivait non seulement riche en biens, mais en paix intérieure. Un témoignage vivant que les combats spirituels, une fois remportés, ouvrent les portes d'un avenir éternel. Si tu as aimé ce chapitre, abonne-toi à la chaîne Roosevelt des Contes africains, laisse un like et indique le nom de ton pays en commentaire pour soutenir la chaîne. C'est la fin de l'histoire.